mon parcours à moi, il est de 25-30 ans, suite de parents déjà. Hein. Mes parents ont lancé après la Deuxième Guerre mondiale une grainerie. Je dis bien dire ce mot-là parce que je pense que des générations qui vont nous suivre vont pas savoir ce que c'est qu'une grainerie, parce que c'est maintenant une chose qui est quasiment disparue. J'ai donc repris la suite, moi, avec l'enseigne Graines d'Élite Close en fin de carrière professionnelle de commerçant dans le jardin. Et ma fin de vie professionnelle, ça va certainement vous surprendre, mais je le dis parce qu'il n'y a pas de raison que je le dise pas. Je le définis dans une coopérative qui au début s'appelait Cana, qui était logé à Ancenis, et qui s'est marié avec d'autres coopératives pour s'appeler Terrena. Donc je pense que c'est un groupe qui était pas. Mais moi j'ai été pris pour ça, qui n'était pas du tout dans un phénomène au départ, disons, de produits jardinage au naturel. Je peux vous dire que je me suis fait casser de chez cassé plusieurs fois quand j'annonçais d'où je venais, parce que Terrena ne pouvait pas fonctionner avec quelqu'un qui parlait au jardinage au naturel. Et je me suis battu pendant 10 ans dans cette entreprise, dans des gammes verts, donc dans la région des Pays Noirs, pour essayer de faire passer ce monde, disons, un peu agricole, mais disons quand même avec des distributions jardin, parce que moi je suis que jardin, hein, je n'ai rien à voir avec l'agricole, donc vers des produits naturels. Et je suis assez satisfait qu'on a quand même enfin réussi, on va réussir, puisqu'on n'est encore pas rendu au 1er janvier 2019, mais on va réussir quand même à pouvoir enlever, pas suffisamment, mais en grande partie les produits phyto de nos commerces de jardinage. Pas suffisamment, parce qu'il y en a qui sont encore dans les gammes qui pour moi me dérangent. Le Pyrète entre autres, hein, et ça me dérange parce qu'on va maintenant parler beaucoup de Pyrète, puisqu'on vous dit que c'est un produit naturel, mais c'est un produit naturel qui tue tout. Donc j'insiste en démarrant là-dessus, pour moi ce produit-là ne doit être utilisé que si on n'a pas d'autre solution. Parce qu'avant de détruire votre puceron, il va détruire la coccinelle ou la chrysope qui se balade dans le même coin. Donc pour moi, le Pyrète a un seul avantage, c'est qu'elle est dégradée par des UV. Donc même si vous l'utilisiez le matin à 10 h, il est possible qu'elle soit dégradée avant le puceron. Donc là, vous aurez perdu le produit, l'argent et la coccinelle, mais peut-être pas le puceron. Il faut l'utiliser le soir parce qu'elle est dégradée par les UV. Et au bout de 24 heures, ce produit-là est quasiment biodégradé, donc il ne se retrouvera pas dans l'eau. C'est le seul avantage qu'il a, c'est qu'il ne se retrouvera pas dans l'eau. Mais si vous utilisez de la Pyrète, prenez bien les mêmes précautions que si vous utilisez un produit insecticide de chimie. Parce que c'est quand même un produit qui tue. Donc quand vous l'utilisez avec un pulvérisateur, c'est un produit qui n'est pas dilué, qui est à l'état pur, et vous pouvez en avoir sur les mains, vous pouvez en avoir éventuellement en inhaler. Pour moi, la Pyrète est aussi toxique à l'instant T que, pour ceux qui le connaissent bien, sans doute le D6. C'est un produit que, même si vous ne l'utilisez pas, c'est un produit qui résonne aux oreilles des jardiniers. Donc, voilà, moi, pour ça que je dis que le produit phyto, c'est encore pas tout à fait ça. Le deuxième, c'est la bouillie bordelaise. Utilisez-la le moins souvent possible, parce qu'elle est quand même pas non plus inoffensive. Hein. Tout ce qui est au sol n'aime pas la bouillie bordelaise. Systématiquement, c'était l'aparté. Vous avez vu que je sors éventuellement d'un milieu phyto. Et puis j'ai fini éventuellement donc pour essayer de travailler que des produits naturels, ne serait-ce aussi, je le disais avec certains, pour des problèmes de santé dans mon environnement, où je me suis rendu compte que c'était peut-être aussi des produits qui nous apportaient des maladies pas très intéressantes. Donc voilà. Aujourd'hui, l'idée pour moi, là, c'est de parler de la vie d'un arbre, pour justement éviter de pouvoir travailler et jardiner sans produits phyto. Moi je le fais depuis les années à peu près 2000, et mon résultat jardinier amateur est aussi bon. Je ne veux pas dire meilleur parce que je ne suis pas le meilleur jardinier du monde, mais il est au moins aussi bon que quand j'utilisais des produits phyto. Et Dieu sait si j'en ai utilisé. Parce que l'idée d'utiliser des produits phyto, vous intoxiquez, vous tuez votre parasite, mais vous intoxiquez votre plante en même temps. Et la plante éventuellement est bien immunisée aux produits phyto. C'est pour ça que le Dorifort, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Il a été cherché dans toutes les substances qui étaient dans la plante au niveau des produits phyto et il est vacciné à vie contre les produits phyto, donc c'est pas. Il s'en sort. Hein. On voit bien, hein. À force de prendre des produits phyto, plus ça allait, plus on prenait des produits avec des doses peut-être pas de plus en plus grandes dans la dose, mais de plus en plus fortes dans la toxicité. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de parler d'un arbre et comment travaille un arbre. Pour moi, comme tout végétal, l'arbre fruitier ne peut pas se mouvoir, donc ça c'est hyper important, hein. Contrairement à l'humain, s'il fait froid, ben on rentre au chaud. Si on veut éventuellement, on se déplace. Tout
végétal ne se déplace pas. Donc une fois qu'il est mis dans son endroit où il est prévu d'être mis, ben, il faudra qu'il fasse avec. Et c'est pas évident, puisque ben, s'il n'est pas dans un milieu qui lui correspond, ben, il va fatiguer, il va tomber malade, ou il va y avoir des parasites qui vont venir l'embêter. Ça, c'est la priorité. L'endroit où il sera passé est primordial, l'exposition et surtout le sol. Donc pour moi, la priorité dans un jardin, c'est le sol dans lequel éventuellement le végétal va pousser. La première chose à connaître, c'est sa texture. Donc là, on est bien dans le sol. Vous avez une terre sableuse, argileuse, limonneuse, calcaire ou terre franche qui serait formidable, mais ce n'est pas toujours le cas. On va essayer d'obtenir une terre franche, mais la terre à l'origine, elle est rarement franche. Hein. On l'obtient après éventuellement des apports d'amendements, beaucoup et autre chose. Donc la terre franche, normalement, c'est à peu près la moitié est en sable. Vous avez une quinzaine de pourcents d'argile, on va dire à peu près 20% de limon, un peu de calcaire, et puis derrière vous avez de l'humus, hein, 5% maximum d'humus qui vont venir avec, donc disons le sol a besoin. Mais c'est rarement le cas d'avoir une terre comme ça. Donc il faudra l'accepter parce que bah, votre sol, s'il est sableux, il restera sableux. S'il est argileux, il restera argileux. Hein. Beaucoup mieux un sol argileux, un sol sableux. Les gens rouspètent parce que bah, la terre est amoureuse, elle colle aux pattes l'hiver et puis l'été elle est dure comme du bois, mais c'est quand même bien la meilleure de toutes. C'est celle-là qu'il faut essayer d'améliorer. La terre sableuse sera toujours une terre pauvre. Donc comment améliorer la texture de sol? C'est très simple. Hein. Qu'elle soit sableuse, argileuse, limonneuse, calcaire, c'est par des amendements organiques et des amendements minéraux. Donc pour moi, un jardinier, c'est ça surtout qu'il doit mettre en avant. Je vous ai dit, j'ai fait 30 ans de commerce. J'ai fait des études horticole à Angers. Je me suis complètement déformé dans le commerce pendant 30 ans. Parce que le commerce, c'est quoi? C'est éventuellement essayer de gagner de l'argent. Moi, j'ai pas de mots prohibés. Hein. C'est pas éventuel. Et quand je vendais ma plante, qu'est-ce que je faisais avec ma plante? Eh bien, je vous vendais l'engrais pour faire pousser la plante. Et c'est une belle bêtise. L'engrais, oubliez-le. L'engrais ne viendra qu'en second si vraiment vous avez besoin. L'engrais, moi je dis qu'en particulier, on n'a quasiment pas besoin. Sauf dans des problèmes de plantes d'appartement où là c'est quand même différent. Mais dans un jardin, si vous apportez les amendements organiques et minéraux, l'engrais est secondaire, à moins que vous vouliez faire le marché tous les samedis matins. L'engrais, pour moi, c'est un problème quantitatif. Donc c'est un problème plutôt réservé aux professionnels. On peut corriger avec des engrais, mais c'est secondaire. Organiques et minéraux. Les deux choses éventuellement dont un jardinier doit être obligé avec lesquelles il doit travailler. Qu'est-ce que c'est? Bon, les amendements organiques, les premiers cités, ce sont principalement des composts dont on obtiendra l'humus, et normalement tout bon jardinier doit pouvoir faire son compost dans son jardin. C'est donc les résidus de tout ce que vous avez d'organique, que ce soit des résidus de jardin, résidus de culture, des feuilles, de paille, du broyat de végétaux un peu plus durs, tout ce que vous voulez au niveau végétal, ce sont éventuellement des composts. Alors j'ai marqué dont on obtiendra l'humus, et je pense que l'humus c'est un mot éventuellement qui c'est pas ça qui va être qui va plus sonner à votre oreille, quoi. Puisque l'humus n'est obtenu que de la dégradation végétale. Donc c'est pour ça que ce compost est intéressant, parce que vous allez apporter l'humus. Et l'humus dans un sol, c'est une obligation. Un sol ne peut pas fonctionner sans humus. Et puis des fumiers de ferme qui là normalement sont en même temps d'apport d'humus si le fumier, si la bête est sous un support végétal, c'est-à-dire de la paille, ou tout ce que vous voudrez, mais quelque chose d'organique végétal, pour avoir de l'humus. Si c'est sur des parties bétonnées ou stabulation, j'ai rien contre, mais là vous n'avez pas d'humus. Donc à mon avis, attention à ces fumiers-là, ce sont des fumiers qui n'ont uniquement que des apports alimentaires organiques. Donc fumier de ferme de préférence sur litière. Les amendements mixtes sont des rétenteurs d'eau, ça c'est hyper important. On a parlé éventuellement sol argileux, hein, donc c'est éventuellement rétenteurs d'eau, c'est éventuellement. Ils peuvent absorber 20 fois leur volume en eau. Donc c'est hyper important, surtout des années comme on vient de passer. Plus vous aurez éventuellement des apports organiques, plus vous aurez un réservoir d'eau autour de votre plante. Ils retiennent donc l'eau dans les terrains trop filtrants, terrains filtrants des terrains sableux, ils absorbent les excédents des terrains lourds. Donc ils vont venir un petit peu également décompacter les terres argileuses. Voilà un petit peu l'intérêt d'organique pour le phénomène de l'eau. Et puis ils ont un deuxième avantage, c'est qu'ils nourrissent également tous vos organismes du sol. C'est-à-dire que tout ce qui va être dans le sol, dont la plante va avoir besoin pour se nourrir, va être éventuellement nourri par tous les éléments que vous allez apporter au niveau des amendements organiques.
Si ça coince, s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à me couper. On est là pour ça. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a le droit. L'heure que vous voulez. Ah bon? On peut rester même tard en soirée. Avant 18h si c'est possible. Une question. Est-ce que vous faites un PDF de la conférence ou... Est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un PDF de la conférence? Il n'y aura pas un PDF pour moi de la conférence. Par contre, après, c'est un problème d'organisation. Il peut y avoir un PDF. Moi, je suis fermé à rien. Je n'emmènerai pas, comme je serai couché pour de bon, j'emmènerai pas avec moi ce que je vous dis. Donc, je peux faire passer un PDF s'il y a besoin d'un PDF. Oui, qu'on peut mettre téléchargeable sur le site de Bandit, peut-être? Oui, bon, c'est possible. Bon, ça Si évitera peut-être d'écrire sans arrêt. Si c'est possible, pas de problème. Oui, c'est possible. Moi, j'avais une question pratique. Je ne sais pas si après vous abordez la pratique par rapport au compost. On abordera rapidement, mais après on peut éventuellement des questions d'échange, pareil compost. Le compost, moi je vois des gens qui l'enfouissent et des gens qui n'enfouissent pas. Les deux choses peuvent se faire. Jusque-là il était enfoui, alors après ça dépend de sa maturité aussi, mais maintenant il y a de plus en plus de gens qui travaillent avec des composts en surface. Moi j'ai pas du tout, disons, je ne veux pas aller ni contre l'un ni contre l'autre. Le compost s'il est apporté tant mieux. Après moi je vais vous dire, je l'enfouis parce que je suis encore assez rigoureux dans mon travail. Je ne suis pas, je suis encore un jardinier, je vous ai dit avant ce que je faisais, je suis encore un jardinier avec des allées, des planches de 1,20 m de large, sur 4, 5, 6 mètres de long, je suis encore au jardinage très structuré. On va de plus en plus maintenant vers un jardinage éventuellement très ouvert. J'ai rien contre, je pense pas, mais moi dans mon comportement d'individu, la table elle est... c'est moi. Donc j'aime pas que les choses traînent. Bon, par contre, je reconnais que j'ai rien contre, au contraire, hein, des gens qui commencent un petit peu à laisser un peu tout où ça va, à condition de bien maîtriser quand même. Mais c'est pareil. J'ai du mal. Mes allées maintenant, c'est éventuellement, je vais aller jusqu'à vous dire, carrément des dalles gravillonnées pour éviter l'herbe. Et puis mes bords de carré, ce sont maintenant de la résine, hein, montée d'un côté à 25-30 et puis de l'autre côté à 15, de façon à avoir ma planche pour poser mon châssis. Mais vous voyez où j'en suis, hein, parce que les planches pourrissent, moi je veux quelque chose qui reste. Quoi. Alors je déplace, mais je suis toujours très structuré dans des allées. Quoi. Normalement, il faudrait avoir des allées gazonnées, ça serait beaucoup mieux. J'ai du mal parce que bon... Je suis comme ça. Donc les amendements minéraux ont un rôle différent mais sont indispensables également. Les amendements minéraux, on va en parler du premier et du grand, hein, c'est tout ce qui est apport de calcaire. Hein, donc la chaux et puis tout ce qui va avec. L'itotam entre parenthèses, mais c'est un super produit, c'est le produit le plus riche. Mais évitons trop d'aller gratter les fonds marins si c'est possible, parce qu'on fait quand même des dégâts. Par contre, c'est un super produit qui est hyper riche. Autrement, Dolomie, c'est un peu moins connu, ça apporte beaucoup plus de magnésie. Mais les chaux, au début, moi j'étais même anti-chaux vive. J'ai changé un peu mon comportement. Si on évite de l'enfouir très vite, de façon à venir ne pas dégrader trop le phénomène de la vie microbienne existante, il faut savoir que la chaux, normalement, renouvelle cette vie microbienne. Donc c'est là où ça équilibre le pH du sol, hein, pour avoir un pH du sol à 6, 5, 7, hein, même s'il est de 6, ça dépend un petit peu disons, la texture du sol. Il rassemble l'argile et l'humus pour former la structure d'un sol, les mottes laissant circuler l'air et l'eau et le complexe argilo-humide. C'est-à-dire que l'avantage de tout ce qui va être calcium, si on rentre un peu en phénomène chimique, on va y aller très vite parce que c'est pas le but, on a parlé humus, mais c'est comme les aimants, l'humus a quand même un rôle, il est chargé négativement. Donc c'est un anion. En général, la structure d'un sol intéressante, l'argile, est également chargée négativement. Donc essayez de rapprocher deux aimants qui se contrarient, ils vont se repousser. Le calcium a un intérêt, c'est qu'il est lui chargé positivement doublement. Donc il est 2 fois cation. Donc lui, c'est le maire ou le curé, quoi, à la fois. C'est-à-dire c'est lui qui va rassembler l'argile et l'humus pour faire ce qu'on met en bas, le complexe argilo-humide. Et comme éventuellement on a quand même 2 éléments négatifs, il y a quand même une petite influence négative dans le complexe argilo-humide, ce qui fait que sur ce complexe argilo-humide, mélange d'argile et d'humus, pourquoi ces deux choses-là sont importantes, vous avez tout à l'heure dans la texture le plus intéressant l'argile, l'humus est une obligation dans un sol, ces deux choses-là groupées ensemble, c'est le frigo que vous avez dans votre cuisine. C'est ce qui va pas capter tous les éléments libres, enfin, une partie des éléments libres que vous avez dans votre sol. Donc la potasse, le phosphore, et puis le fer, tous les oligo-éléments. Sauf un élément qui lui est chargé négatif aussi, l'azote.
pour ça que l'azote, c'est quand même un élément dont il faut faire attention. Si vous avez un calcium assez important, vous aurez éventuellement un bras, comme il est chargé doublement, il y a un bras qui chargera des éléments azotés. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'azote s'en va dans les nappes phréatiques, parce qu'elle n'est pas stockée sur le complexe. Phénomène éventuellement de charge. Voilà. C'est pour ça que l'azote dans un sol, pourquoi pas, mais le moins possible, ou alors sur forme organique, de façon à ce qu'il soit libéré dans le fond. J'espère que je ne casse pas trop les pieds. Donc le compost fait maison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est un mélange de matière humide, donc on va parler de N. N, c'est ni plus ni moins que l'abrégé de la lettre azote, du mot azote. Quand on parle de N, c'est azote. Et matière plus chère, c'est qu'on va dire matière carbonée. Donc le carbone, ça va être toute origine éventuellement sec, donc entre autres, on parlait tout à l'heure, carton, feuilles, tout ce qui est sec. Feuilles mortes, tout ce qui va être sec, essuie-tout dans la maison, rouleau de papier WC, même morceau de carton, pas trop ancré et pas plastifié, hein, si on a enlevé les scotch et les agrafes, tout ça, ça peut aller au compost. Tout ce qui est dégradant, tout ce qui se dégrade doit aller au compost. Hein. Alors, le phénomène, c'est éventuellement de faire des couches successives des deux. Trop de sec, ben, ça ne va pas se décomposer, ça va rester ni plus ni moins qu'un tas de bois. Trop d'humide, si vous n'y mettez que du gazon, vous allez avoir une pourriture. Donc il faut avoir, disons, normalement c'est un tiers, 2 tiers, mais on va dire moitié-moitié pour être beaucoup plus simple, en mélangeant les deux et en gardant une certaine humidité tout le temps pour que la décomposition se fasse assez vite. Il faudra en même temps brasser régulièrement. Vous pouvez faire un compost à froid sans le brasser, mais là vous allez avoir beaucoup plus de temps pour arriver à obtenir quelque chose de dégradé. Une petite question par contre, si on met un paillage à l'automne, des campagnols vont camper dessous et manger des racines de pommier, est-ce que c'est la même chose avec le compost? Plus ou moins. Ouais. Plus ou moins. Alors à ce moment-là, il faudra aller rechercher des répulsifs à campagnols, type fougère ou type choses comme ça, mais bon, ça, méfiez-vous. Moi je sais que j'ai été pendant quelques années où je ne voulais plus pailler mon sol parce que justement c'était un petit peu même, j'appelais ça un aérodrome à parasites type hameçon, type tout ce qui pouvait venir, les noctuelles de terre, les noctuelles terricoles, des papillons venant pondre sur mon paillage. Mais en même temps, alors le campagnol c'est un peu particulier parce que c'est quand même un beau bébé, mais moi tout ce que je fais, je me suis rendu compte que c'était aussi par le paillage que j'allais amener le prédateur de mon parasite. C'est-à-dire que si je fais un paillage, je n'abrite plus que la larve de hameçon ou la larve de noctuelle. Je fais venir aussi des carabes, des staphylins et tout ce qui vont être là pour venir bouffer ce qui va venir, ne serait-ce que même les autres limaces et compagnie. C'est-à-dire que la nature est normalement ainsi faite si on ne veut pas en déroger pour s'équilibrer. Hein, si on veut que l'auxiliaire soit là, bah, il faut qu'il ait à manger. Si vous voulez voir des coccinelles dans votre jardin, il faudra avoir des pucerons. 0 puceron dans un jardin, c'est pas normal. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, que vous avez fait, qui à mon avis n'était pas tout à fait logique. Quoi. Si on veut voir des auxiliaires, il faut voir des parasites. Et normalement, ça doit s'équilibrer. Après, des laits, si jamais à des moments il y a un peu de trop par rapport à l'autre, mais par des produits quand même qui ne soient pas trop agressifs. Quoi. Donc voilà, ça peut être dans un compost prévu à cet effet et monter un temps d'environ 1 mètre cube. Alors après le compost, je ne peux pas rentrer dans le détail, est-ce que ça doit être du compost plastique au carré ou des composts faits avec du bois et puis des palettes entre autres, pourquoi pas, ou un compost à l'état libre. J'ai rien contre les composts en plastique, mais c'est pas à mon avis le plus facile éventuellement à faire travailler. C'est pas simple éventuellement les composteurs qui sont vendus souvent dans les jardineries. Pour moi, c'est pas. Moi j'en ai acheté un comme tout le monde, mais c'est maintenant ma réserve de bois. Enfin de bois. De BRF, de brindilles. Moi je travaille à la palette. Une palette, 2 palettes, 3 palettes, 4 palettes, un sous-sol grillagé, et c'est mon compost. Hein, de façon, enfin bon, après les gens font comme ils veulent. Épandu sur le sol par couche de 5 cm environ l'automne sur terrain lourd et au printemps terrain léger. Évitez éventuellement de le mettre à l'automne sur terrain léger puisque voilà, il sera ressuyé avant d'avoir fait effet. Quoi. Alors j'en parle rapidement de ça, mais il faut connaître ce que c'est que le BRF, bois réel fragmenté, c'est un broyat de végétaux verts. On n'est plus dans du compostage, hein. On est vraiment dans du broyat de coupe d'été sur des tailles d'été de verger ou sur des tailles d'ornement, en évitant trop les résineux. Et on broie tout de suite toutes les tiges qui font en dessous de, on va dire, 7 cm de circonférence. Et qu'on va étendre éventuellement sur le temps. On va recréer éventuellement un milieu vivant
qui va abriter tout un tas de champignons positifs et compagnie. On va recréer un milieu forestier, si on veut les prendre. Éviter dans les terrains trop sableux, parce que là, c'est pas simple. Dans un terrain qui est éventuellement un peu pas équilibré ou un peu un terrain lourd, le DRF est une chose très très intéressante. On retravaille éventuellement une litière de sol. Et prendre à l'automne, éviter sur les autres arbres, oui. Le défaut de ça, il faut le savoir, c'est comme éventuellement sur un compost qui serait mi-frais et enfoui, vous allez obtenir éventuellement ce que j'appelle, je vais le voir par là, voilà, ce qu'on appelle une fin d'azote. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que, je l'ai dit tout à l'heure, quand un compost travaille bien et se décompose, il y a un besoin d'azote et de carbone. Si vous m'enfouissez éventuellement un compost trop frais ou un broyage éventuellement à l'automne c'est bien. Mais faites-le pas au printemps, c'est ce que je me suis trompé, parce que si vous le mettez au printemps et vous l'enfouissez au printemps, l'azote au sol qui devrait servir à faire pousser la plante, va servir à dégrader votre DRF. Par contre, les enfouissements à l'automne, si c'est pour aller capter l'azote du sol à l'automne, c'est de l'azote qui éventuellement n'a pas été consommé par les végétaux et qui va descendre systématiquement. Donc là, elle sera consommée par le DRF. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Évitez de le faire au printemps et faites-le à l'automne. Donc voilà ce que ça peut représenter éventuellement autour d'un arbre. Alors bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que des inconvénients, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients, mais je pense que c'est pour tout. Après, c'est un problème les campagnols et quelque chose, c'est vraiment des bestioles casse-pieds, ça j'en suis conscient, parce que ça vous fait quand même pas mal de labour. Là, on va parler d'amendement organique. Le but, moi, vous allez comprendre que je ne vais pas beaucoup vous parler d'engrais. C'est pas le but. L'engrais, vous allez savoir le trouver et vous chercherez éventuellement ce qui vous intéresse en azote, potasse, phosphore, selon les besoins. Moi, je reste plus sur des amendements organiques et calcaires. On va parler maintenant du fumier de ferme, donc de la deuxième grande partie des amendements organiques. Ce sont à la fois des amendements par l'apport d'humus venant de la litière, donc du sol, comme je disais tout à l'heure, et en même temps des apports d'engrais organiques par les déjections d'animaux. Là, ce qui est intéressant, c'est que là, on va commencer à nourrir la plante. Normalement, un amendement, pour moi, sa première faculté, c'est de nourrir le sol. De façon à ce que le sol soit en bonne constitution pour que la plante puisse aller chercher dedans les éléments qui vont l'intéresser. L'amendement doit d'abord être là pour la vie de votre sol, pour la vie biologique du sol. Et c'est la vie biologique du sol qui donnera à manger à la plante. En étant très ludique, si j'ai mangé un beefsteak midi, si j'ai pas d'estomac, mon beefsteak ne servira à rien au niveau de ma santé. Il faut que l'amendement organique, c'est le beefsteak, l'estomac, c'est la vie microbienne, et c'est la vie microbienne qui va travailler cet amendement organique pour que la plante puisse s'en servir. Quand vous apportez un engrais à une plante, en général, il est apporté sous une forme compacte, hein, et la plante n'absorbe que de liquide. Donc il faut bien qu'il y ait, entre le moment où il y a un granulé d'apporter et il y a un liquide absorbé, il y a quelque chose qui a bossé entre les deux pour que ça soit transformé. Donc c'est la vie microbienne de votre sol qui va le faire. Donc tout ça, éventuellement, apporte à la vie microbienne. Donc ça va rendre la chaux, relance éventuellement le nombre de bactéries dans votre sol, enfin de vie microbienne, pas que des bactéries d'ailleurs. Et puis ça, éventuellement, ça va vous apporter la partie humique dont on voulait tout à l'heure pour l'argile, et en même temps tous les éléments d'engrais que vous allez avoir besoin, puisque les animaux qui sont là, ils ont éventuellement aussi consommé, donc ce qu'ils vont renvoyer dans l'excrément seront obligatoirement des éléments fertilisants. Alors fumier de bovin, fumier de cheval, fumier de vin, fumier de volaille, c'est des fumiers différents. Je pense que si j'en parle après, j'en parlerai là, si j'en parle après on y passera plus vite. Ces deux-là sont des fumiers éventuellement intéressants parce qu'ils se décomposent, enfin, ils se dégradent tranquillement, on va dire 6 mois, 1 an. Celui-ci est peut-être éventuellement un peu plus gras, parce que c'est quand même un ruminant. Celui-ci, c'est surtout une chose qui mange quand même pas mal de végétal et qui n'est pas ruminant, mais il va être intéressant sur des terres peut-être un peu plus lourdes. Les deux sont intéressants. Celui-ci, il va peut-être plus passe-partout. Fumier de vin, fumier très intéressant, fumier sec mais très intéressant avec une dégradation lente mais très riche. Seul défaut, il est peut-être un peu alcalin, donc dans des terrains qui ont un pH un peu élevé, ce qui n'est pas votre cas, donc pour vous c'est intéressant, ça serait plutôt dans la région de Poitiers et compagnie, j'irai un peu moins parce qu'il rapporterait encore un peu plus d'éléments basiques, donc il ferait monter un pH. Vous, c'est pas votre cas, vous êtes plutôt acide dans le montagne. Le fumier de volaille, c'est un très très bon fumier, mais il a un inconvénient, c'est qu'il est minéralisé en 3-4 mois par rapport à cela. Cela, j'ai dit 6 mois, 1 an, donc une année, voire plus. Hein. Attention, quand je dis une année, c'est le début de l'intérêt. Fumier de bovin, 2-3 ans après, il est encore là pour faire effet, et même peut-être plus. Hein. Lui, au bout de 3-4 mois, il est mort. Il n'y a plus rien. Je dis ça parce que c'est beaucoup des fumiers de volaille qui sont vendus dans les
commerce de jardinerie. Et quand on met éventuellement une culture de poireaux au mois de juin, ben, ce fumier-là, il est plus là au mois de septembre. Donc il faudrait peut-être le renouveler en cours de culture d'une culture de poireaux de culture longue. Si vous voulez éventuellement que votre culture aille au bout et avoir des poireaux qui soient suffisamment importants pour vous faire plaisir pendant l'hiver. Très bon fumier, le fumier le plus riche de tous, au niveau élément fertilisant. Mais de courte durée, enfin de courte durée. 3-4 mois. Les amendements minéraux, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de calcium, hein, ils sont crus ou cuits. Cru, bah, ça va être la craie, le merle, la marle, la dolomie, c'est-à-dire c'est des éléments qui sont utilisés à l'état direct. Hein. Les éléments cuits, bah, c'est les chaux vives et éteintes et les chaux magnésiennes vives et éteintes, c'est-à-dire c'est des choses qui ont été chauffées. C'est pour ça qu'à un moment de temps j'étais un peu moins, parce que bon, ça monte quand même à 1000 degrés, quoi, donc l'effet carbone un peu moins intéressant, mais bon, on ne va pas rentrer non plus dans une chose complètement nulle. Hein. Si vous arrivez à trouver de la dolomie, c'est mon avis un peu... Lithotape, je ne l'ai pas mis volontairement, il pourrait être mis là. Mais je ne le mets pas, je vous dis, parce qu'on dégrade les fonds marins, et puis je préférais qu'il soit pour la pharmacie plus que pour le jardin. Mais par contre, il peut être mis. Hein. C'est un super produit, si vous avez du lithotape, aucun problème. Crème marne, c'est des produits de base. Dolomie, l'intérêt, c'est qu'il est très riche en Mg, donc en magnésie. La magnésie, à dose homéopathique, est hyper intéressant dans un jardin, mais à petite dose. Et les chaux vives, chaux vives, on dit normalement qu'un apport calcaire doit être fait tous les 3 ans sur un pH équilibré. Si vous avez un pH à 6, 5, 6, et que vous avez un terrain qui est argileux, vous allez pouvoir apporter de la chaux plusieurs années de suite. Parce que vous n'arriverez jamais à monter de 5 à 7 comme ça sur un coup de baguette magique. Quoi. Vous ne montrez jamais votre pH de plus de 0,5, 0,7, 0,8 par an. Quoi. Donc successivement, pendant 2 ou 3 ans, vous faites un apport de chaux. Si vous arrivez à un pH de 6, 5, 7 maximum, qui pour moi est bien, là vous le faites que tous les 3 ans. Hein, 100 grammes en terre légère, 100 grammes. Au mètre carré en terre légère, 100 grammes, et 200 grammes au mètre carré en terre lourde tous les 3 ans sur un pH qui est arrivé à son équilibre. Pourquoi? Parce qu'il y a lessivage, il y a consommation par la plante, il y a beaucoup de choses qui font que le calcium, comme toute chose, ça menuise. Consommation de la plante, il y a lessivage. S'il vous plaît? Oui. Quand on fait l'enfouissement des fumiers et qu'on peut mettre de la chaux, est-ce que c'est compatible ensemble ou... Oui et non. Il y a un délai à respecter? Oui et non. Si vous parlez chaux vive, je vais vous dire non. Si voilà. Vous mettez, voilà. C'est une très bonne remarque parce que je n'en ai pas parlé. Évitez de mettre une chaux vive sur un fumier, oui. Puisque la chaux vive va complètement neutraliser votre apport de fumier. Puisque la chaux vive va venir éventuellement détruire tout le processus du fumier. Quoi. Par contre, si vous apportez un carbonate de chaux éteint, là, il n'y a aucun problème. Ça dépend ce que vous apportez. Oui, oui. Une autre question, s'il vous plaît. Par rapport au fumier de volaille, quelle est la quantité au mètre carré qu'il faut mettre? Alors, fumier de volaille, est-ce que ça va être un fumier? Ce que je ne vous souhaite pas, vous n'apportez pas un fumier frais, vous apportez un fumier quand même repassé en compostage. C'est assez aléatoire. Hein. Moi, je vais vous dire, ça peut être de 200 grammes à 500 grammes au mètre carré. Donc 2 à 5 kilos 100 mètres. Parce que moi, je recouvre. 27. Je recouvre le sol. La surface. Vous pouvez le faire. À mon avis, vous ne pouvez pas. Si vous excédez sur des apports d'amendement organique, oui. à part éventuellement d'être vraiment dans des quantités importantes, où là vous arriverez à avoir des soucis après, parce que vous allez créer éventuellement des phénomènes de pourriture, de champignons qui vont venir par botrytis. Mais tout ce qui va être amendement organique, moins d'accord sur la chaux. Il ne faut quand même pas exagérer sur la chaux parce qu'elle a joué sur le pH. Donc là, il ne faut quand même pas exagérer. Mais un amendement organique, avant de saturer avec un amendement organique, vous pouvez en apporter. Si vous dites que vous couvrez votre sol, c'est largement ça chez les maraîchers. C'est largement ça chez les maraîchers. Bon, il ne faut pas non plus exagérer. Donc, tout excès est négatif, hein, que ce soit n'importe quoi. Mais bon, avec des amendements organiques, il faut quand même s'amuser à travailler. L'argile qui est également chargée négativement grâce aux 2 ions qui sont là, Ca, ou Fe, ou Mg ou aluminium, là les 4 ions qui sont là pour éventuellement faire marier l'humus et l'argile. Je vais vous dire pourquoi c'est les uns ou les autres qui font le sol. Et là vous avez tous les éléments fertilisants qui sont en train de se balader dans le sol qui vont venir se coller sur votre complexe argile-humique. C'est pour ça que je vous parlais de frigo tout à l'heure. Une autre chose qui est là, ça c'est la roche-mère, donc l'origine minérale, c'est ce qui est en dessous de la terre cultivée.
Et là, on a éventuellement des petites bêtes qui sont là pour ça. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont là pour nous bosser un petit peu et nous dégrader la roche-mère. En plus, il y a tout quand même des acides, hein, parce qu'il y a quand même un échange qui se fait, qu'il y a beaucoup d'acides, qui vont dégrader la roche-mère pour faire remonter par le phénomène entre autres des vers de terre, hein, tous les éléments minéraux dont la plante doit avoir besoin, qui sont ces éléments-là. Donc là, ça veut dire que si vous regardez sur cette page-là, il n'y a pas d'engrais d'apporter. On ne travaille qu'avec de l'amendement organique ou calcaire. Il n'y a pas du tout les éléments minéraux au grès sont normalement remontés du sol. Ça veut dire que pour un particulier, ça peut passer. Pour un professionnel, il n'y en aurait pas ça. Donc je vous disais tout à l'heure, calcium, fer, aluminium ou magnésie, vous regardez en bas, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, complexe argilo-humique, réservoir d'éléments nutritifs, en sol calcaire, donc avec un sol à pH élevé, ça sera souvent, le liant sera souvent fait avec calcium et magnésie, parce que ce sont éventuellement des éléments basiques. Et si vous êtes, comme peut-être un peu plus ici au niveau de la Bretagne, le complexe argilo-humique est souvent fait avec des éléments à base de fer ou d'aluminium, qui sont éventuellement des éléments plus acides. Ce qui est intéressant dans cette photo-là, c'est le plus et le moins, de façon éventuellement à créer cette osmose. Hop, c'était pas le bon. Merci, c'est celui-là. Voilà. Alors, les engrais organiques, parce que je vous ai dit que je ne parlais pas d'engrais, si, pas d'engrais, mais c'est le mot organique qu'il faut retenir. Ce sont les amendements sont considérés tout d'abord pour améliorer le sol et indispensables à la vie microbienne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et apportent également des éléments fertilisants. Alors, les engrais organiques, principaux éléments fertilisants, sont aussi transformés par la vie microbienne, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'abord, ça va enrichir la vie microbienne de votre sol, que ce soit le calcium ou l'apport d'humus, enfin de matière organique du sol, et il sert également directement à la nature de la plante à la minéralisation, c'est-à-dire que dedans, c'est là où la vie microbienne va se nourrir éventuellement de ces éléments que vous avez apportés au niveau d'amendement. Et ce qui, eux, vont rejeter, vont servir éventuellement. Si on fait la chaîne, c'est d'abord les macros, donc les gros, les bousiers, les vers de terre, toutes les grosses bestioles. Après, ça va aller vers des petites bestioles, puis on va finir par des acariens, des colamboles, des bestioles toutes petites, microscopiques, qui vont éventuellement dégrader cette partie végétale pour la transformer en humus. Ça va être après, il y a peut-être une bêtise d'ailleurs, parce que les champignons sont après. Et ça finit par les bactéries. C'est les bactéries qui vont finir, elles, par, disons, avoir assimilé suffisamment d'éléments fertilisants pour que la plante puisse en servir. C'est la chaîne. C'est la chaîne de tout ce qui est dans le sol qui vient éventuellement travailler pour que la plante puisse manger, sans avoir apporté d'engrais chimique. Et l'avantage, par rapport à un engrais chimique, c'est que quand vous apportez ça, vous apportez des éléments qui vont tranquillement se transformer. C'est-à-dire que si vous apportez un engrais azoté, entre autres organique, on va lui donner entre 3, voire 6, voire 1, voire 2 ans entre le moment où il est apporté et le moment où la plante va en bénéficier. Alors que si vous apportez un apport chimique ammoniacal ou nitrique, 1 mois après, il est complètement disparu. Donc, où la plante a peu le temps de entre parenthèses, moi je me bats pour les gens qui mettent éventuellement un engrais complet, azote, phosphate, potasse, au mois de mars, en déchage. Déjà le déchage pour moi j'en veux plus. Et en plus, si on apporte un engrais complet à ce moment-là, la partie potassique et la partie phosphore, ok. Mais la partie azotée, au mois de mars, 0, 0, 0. La plante n'a pas suffisamment développé son système racinaire au mois de mars pour pouvoir aller chercher les éléments azotés. Donc l'élément azoté, en 1 mois, s'il est nitrique, en 15 jours, il est mort. Si il est ammoniacal, il va passer en nitrique, et hop, 1 mois après, il n'y a plus rien. Donc l'engrais complet, le printemps, pour moi, presque pas. À part des engrais de fond. Mais à ce moment-là, mettez même un automne phospho-potassique. Mais l'engrais complet au printemps, moi je ne veux pas, parce que beaucoup de jardiniers, peut-être un peu moins maintenant, enfouissaient leur engrais complet au mois de mars. Avec des fois, je fais exprès de dire ce mot-là, mais des 3 fois 17. Quoi. Donc 17% d'azote qui servent absolument à rien, sinon qu'à la nappe phréatique. Je ne sais pas si c'est pas ça qui m'intéresse. On l'apportera de préférence à l'intérieur de l'arbre, bon ça c'est un peu logique, il faut savoir que c'est pas au pied de l'arbre que le pôle absorbant de l'arbre est présent, c'est plutôt dans la largeur extérieure de sa circonférence, le courant extérieur. Alors c'est ce que je vous disais, hein, ce sont des engrais libérationnants ayant besoin de la vie biologique du sol. Ils se libèrent tout au long des besoins de la plante, contrairement aux engrais de synthèse, assimilables très rapidement, créant des blocages ou des cibles. Alors sous forme d'azote, on peut trouver quoi? Si on oublie, après on a oublié, on n'est plus dans les amendements, on commence à parler d'engrais, on va pouvoir parler du sang, c'est un apport d'azote à 100%. Minéralisé sous 3 mois, la farine de plume aussi, la corne torréfiée, c'est pour ça que je vous disais, il y en a qui peuvent aller beaucoup plus loin. Pour des arbres, c'est quand même intéressant d'apporter de la corne torréfiée, voire même de la corne broyée.
puisque vous allez avoir une hivernalisation sur 6 mois avec de la corne qui a été brûlée, ou même de la corne broyée qui n'a pas été grillée, elle peut aller voir 1 an, voire plus, hein, suivant si vous mettez des copeaux de corne, c'est 3-4 ans avant qu'elle soit dégradée par la vie microbienne du sol. Hein. Alors c'est quand même des choses intéressantes, puisque ce sont quand même des multiplicateurs de cellules. Donc plus l'arbre va être jeune, plus il a besoin d'azote. Hein. C'est pour ça que la corne broyée est intéressante sur un arbre, c'est qu'elle va lui amener pendant 2 ou 3 ans de quoi pouvoir multiplier ses cellules pour grandir. Si votre arbre est arrivé à l'état adulte, c'est beaucoup moins intéressant. Enfin, il en a beaucoup moins besoin. Sous forme de phosphore, on va trouver de la poudre d'os et des arêtes de poisson, et voire même autres, hein, mais c'est souvent ce qu'on va trouver dans le commerce. Hein, les deux choses qui vont être là, c'est de l'arête de poisson ou de la poudre d'os. Hein. Et sous forme de potasse, on va trouver ou c'est des vinaigres de betterave ou de raisin, un arabe de raisin, un vinaigre de betterave, de patène cali, qui est éventuellement une roche qui est concassée avec beaucoup de potasse, et pourquoi pas la cendre de bois si elle n'est pas utilisée en surplus. Convient également parce qu'elle est assez complète. Hein. J'aurais tendance à dire que la cendre de bois, moi je la compare grossièrement, très grossièrement au scorie d'antan, puisqu'elle apporte tout sauf l'azote. Donc elle apporte du fer, elle apporte du phosphore, de la potasse, elle est assez complète. La condition, je vous ai dit, qu'on ne l'utilise pas à grande échelle. C'est une chose qui est à amener régulièrement, allez, je vais dire, normalement c'est 5 kg pour, alors je ne dis pas de bêtises, 5 kg pour 500 grammes au mètre carré. Voilà. Une bonne poignée. Et n'importe quelle cendre de bois? Non, la cendre de bois d'arbre. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas de bois, je veux dire, oui, si c'est du bois pur, oui. Voilà. Ce que je pense c'est de... N'importe quelle essence. Oui, c'est pas très grave. Du moment que il n'y a que 2-3 essences, entre autres de noyer, qu'on n'aime pas trop dans le jardin parce qu'il a de la jublonne. Mais bon, autrement, il y en a qui sont plus ou moins riches, c'est vrai, mais bon, si c'est une cendre, plus votre foyer va en être heureux, et plus la cendre sera intéressante aussi. Plus le bois était costaud et dur, et plus la cendre va avoir éventuellement des éléments fertilisants intéressants. Hein. Mais bon, du moins que c'est éventuellement du bois pur, qu'il n'y a pas de mélange, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Et la consoude pour la potasse? On va y venir, c'est parce que là, oui, on va y venir aux excréments fermentés de végétaux. On va y venir. La consoude pour la potasse, je ne peux pas vous dire non. Et la cendre, c'est plutôt à l'automne qu'il faut l'apporter ou au printemps? De préférence. C'est-à-dire que c'est pareil, il va y avoir un effet assez lent. Si vous l'apportez au printemps, vous l'apportez quand vous voulez, mais vous ne pouvez pas l'apporter en plein été ou vous l'avez stocké. Parce que vous ne faites pas de chaleur en été. Mais autrement, durant tout l'hiver, hein, bon, si c'est même apporté au printemps, c'est pas grave. Elle va se retrouver à un moment ou à un autre. Hein, mais c'est quand même un effet lent. Donc, Et 500 grammes, vous avez dit par 500 grammes au mètre carré. Si vous m'amenez ça tous les ans, vous ne m'apportez plus de calcaire. Parce que vous avez à peu près 30 à 40% de calcaire à l'intérieur de la cendre. Et c'est pareil, la cendre de bois, si vous le faites, c'est pas juste avant semis. 15 jours, 3 semaines avant de semer ou de planter. Parce que dedans, les 30 à 50% sont quand même en chaux vive. Donc il faut que ça se calme, tout ça. C'est pour ça qu'à l'automne, c'est bien. Il faut que la chose s'éteigne. Donc si elle est mise sur le sol et qu'elle est enfouie au bout de 48 heures, moi j'aime bien parce que la chaux a quitté son feu. Quoi. Alors ça c'est pareil, c'est un gros dilemme. Hein. Est-ce qu'on brosse le sol ou pas? Moi j'ai bêché pendant d'énormes années. Il y a des jardiniers qui bêcheront toute leur vie et qui auront des résultats. Mais moi personnellement, j'ai arrêté de brosser mon sol pour la bonne raison, c'est que on apporte quand même plusieurs choses qui pour moi ne correspondent pas, dans le sens que ça bouscule la vie microbienne. Je vous disais tout à l'heure, normalement, dans les 10 premiers centimètres de votre sol, vous avez 80% de la vie microbienne biologique, hein, dans les 10 premiers centimètres de votre sol. Ça empêche qu'il y a des bestioles à 20 et 30 cm de profondeur dont on a besoin. Je parlais tout à l'heure de la roche pierre dégradée, il y a les acides, il y a les échanges avec les racines, mais il y a également toutes les bestioles qui en font. Dans les vers de terre, vous avez le ver rouge qui est en surface, vous avez un ver qui fait éventuellement vos galeries de haut en bas, et vous avez un gros qui est très pâle, là, qui est rose pâle, qui lui bosse dans le bas. Hein. Celui du milieu, il remonte les éléments, celui du haut, il dégrade la matière organique, et celui du bas, lui, il est là pour être en bas. Si vous bêchez, systématiquement, vous mettez celui d'en haut en bas et celui d'en haut. Donc vous repartez à zéro au niveau éventuellement de la vie microbienne. Ça va se réégaliser, mais le temps que tout ça se remette en état, c'est là où pour moi brasser éventuellement, en même temps vous cassez toutes les galeries, parce qu'il faut savoir que 70% de l'aération du sol, c'est pas vous qui l'a fait, mais c'est les vers de terre. Donc si vous bêchez systématiquement, tout ça vous cassez. Et puis, bon, il est vendu des motobineuses, mais bon,
Bon, dans le métier que je faisais, j'en vendais. Hein, donc je ne vais pas vous dire que j'ai toujours été mieux qu'il fallait. Donc, et puis il y a une autre chose aussi, c'est que pour moi, il ne faut pas l'oublier, c'est que, oui, c'est-à-dire qu'il y a des petites bêtes qui ont besoin éventuellement, même dans les bactéries, il y a des anaérobies et aérobies, c'est-à-dire qu'il y en a une qui a besoin d'air et de lumière, et l'autre qui n'a pas besoin, qui veut être dans le noir et mort. Hein. Donc tout ça, il ne faut pas les mélanger. Et puis il y a une deuxième chose, c'est l'herbe. Plus vous allez pêcher, plus vous allez remonter de l'herbe qui n'aurait jamais levé, parce que si on dit que mon sol il est là, la faculté de germination de mon herbe elle est là, l'herbe qui est là, elle ne peut pas bêcher, elle ne peut pas lever. Et quand vous bêchez l'herbe qui est là, vous la remettez là. Donc elle a demandé que ça. Hein. Donc bon, moi je m'excuse. Je griffe, hein, j'aère. Moi je suis un fervent de la gredinette. Je ne vais pas vous le dire parce que c'est un mot normalement qui est protégé. Mais on va dire biofourche. Mais, et les gens, c'est un outil qui ne se donne pas. Mais une fois que vous avez commencé à bosser avec ça, vous ne prenez pas la peine. Hein. Oh ouais, moi je suis pas tellement. J'ai bien moins mal au dos. Et je vais même plus vite. Après, alors c'est vrai que dans les terres lourdes, c'est moins facile. Il faut trouver le bon moment parce que c'est clair que quand c'est comme ça, c'est pas évident. Ça c'est pareil, hein, c'est une chose éventuellement qui, pour moi là-dessus, je pense que ça commence à s'améliorer. Mais il y a 10 ans, je suis sûr que 80% des jardiniers, moi le premier, des fois, l'hiver, je laissais mon sol nu. Et ça, à mon avis, un sol ne doit pas rester nu. Il s'érode, il se lessive par les pluies, il sèche en été. La vie microbienne est fragilisée en hiver parce qu'à la froid, moi je me mets une couette l'hiver quand je couche. Hein. On couvrira le sol soit avec des paillages ou des engrais verts. Alors, remettez en place ces engrais verts quand vous pouvez le faire, puisque c'est quand même un apport énorme. Ça reprend les éléments fertilisants qui n'ont pas été pris par les cultures précédentes, ça les ramène en surface comme un arbre quand il perd ses feuilles. Ça décompacte votre sol par le système racinaire. Ça peut être mellifère par, si c'est de la facilie ou des plantes qui attirent les pollinisateurs. Ça a énormément d'avantages de penser aux engrais verts, disons en fin d'été, là, après les cultures d'été. Mais bon, après, on fait ou on ne fait pas. Et autrement, des paillages. J'allais juste à vous dire, pourquoi pas couvrir votre sol avec des cartons si vous n'avez rien fait avant. Quand j'enlève mes derniers poireaux et mes dernières cornettes, je mets des cartons, parce que c'est quand même trop tard pour faire un paillage. Puis j'ai pas suffisamment de place pour tout. Mais couvrez votre sol, laissez jamais votre sol. Faites l'expérience pour les gens qui ne couvrent pas le sol, de ne couvrir qu'une partie très petite. Posez au mois d'octobre, ne serait-ce que, je sais pas, moi je vais vous dire une serpillière ou un petit bout de tapis, même un bout de moquette, quoi que c'est étanche. Laissez-le comme ça, et puis ramenez le soulever au mois de février-mars, et vous verrez l'état de votre sol par rapport à ce qu'il était au mois d'octobre. Il n'y a pas de comparaison. La vie microbienne a fait un boulot énorme. Donc là, le sol il n'a pas été touché, hein. C'est uniquement eux qui ont bossé, quoi. Donc, on évitera les composts trop fréquents en surface afin d'éviter un racinement superficiel. Oui, ça c'est le problème éventuellement de ne pas garder éventuellement du compost trop fréquent en surface, de ne pas apporter trop d'éléments fertilisants juste en surface pour que les racines, on parle d'un arbre, là, on parle plus éventuellement, pour que vos racines quand même descendent un peu au niveau éventuellement du sol. Parce que si vous apportez beaucoup d'éléments fertilisants en rang du sol, l'arbre il va faire son système racinaire en surface, quoi, hein, donc il n'a pas de pivot, il ne s'ancre pas dans le sol. Si le végétal est dans un milieu qui lui convient, il sera beaucoup moins sujet à des soucis. Laissons la nature et la biodiversité s'équilibrer. Si besoin, renforçons la défense personnelle de la plante par les apports d'extraits végétaux. Là, on va commencer à parler justement de ce qu'on a soulevé tout à l'heure, des macérations, décoctions ou infusions même, d'orties, de pâles, de conso, des barres de fougères. Et autres. Je pense qu'il y a toute une panoplie de végétaux qui peuvent revenir au jardin, quoi. Toutes les précautions prises par les parasites, sachant que malgré toutes les précautions prises, les parasites, surtout les champignons d'or, les premiers sortements de sève au printemps, hein, on parlait tout à l'heure de la cloque, et il y a beaucoup de choses comme ça, il est fortement conseillé de faire une pulvérisation de décoction de feuilles ou d'autres produits bio lors de points blancs au tout début de végétation pour limiter ces attaques. Alors il faut bien comprendre ce que c'est que des macérations d'extraits végétaux. J'ai parlé de décoction, j'ai parlé d'infusion, on va d'abord parler de macération, c'est plus simple. Là on n'est pas dans du soin, mais on n'est pas dans de la destruction, on est dans de la prévention. Donc c'est le gros problème qu'il faut changer dans les habitudes des gens qui utilisaient un petit peu, on ne pouvait plus du tout le faire, donc c'est pour ça que je dis un petit peu ou beaucoup, c'est que le produit phyto avait l'avantage d'arriver à limiter le parasite existant. Ce qu'on va avoir à partir d'aujourd'hui, c'est pas beaucoup pour limiter le parasite existant, c'est pour l'empêcher de venir. Toute la différence du jardinage, elle est là. Il va falloir travailler beaucoup plus en préventif
et on ne peut plus travailler, pour ainsi dire, en curatif. Par quelques produits, on va parler de Pyrète tout à l'heure, lui c'est un curatif, il détruit tout. Mais moi je suis plus dans le préventif, c'est-à-dire qu'il faudrait presque... Insectes, c'est pas évident. Mais champignons, de toute façon, si vous voyez un champignon, que ce soit du mildiou, de l'oïdium ou de la rouille, quand vous le voyez, il est en fin de système de développement. C'est-à-dire ce que vous voyez, c'est les sporules qui sont prêtes à aller ailleurs avec le vent ou la pluie. Mais toute l'infection a été faite précédemment. Donc pour moi, ces phénomènes de macération, c'est pour redonner à la plante. La plante, normalement, c'est un être vivant, elle est constituée pour pouvoir se défendre par ses propres moyens. Elle doit être en mesure de se défendre de ses propres moyens. Les produits phyto ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'à force de mettre des produits phyto, on l'a complètement infantilisé, si je peux utiliser ce mot-là, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus de défense naturelle. Or, la plante est faite pour avoir des défenses naturelles. Donc nos macérations, nos décoctions, voire nos infusions, mais surtout macération et décoction, c'est fait pour redonner à la plante capacité à avoir des défenses naturelles. C'est booster. L'ortie, entre autres, pour moi, c'est d'accord, c'est un apport d'engrais azoté, mais ce n'est pas sa priorité. Pour moi, c'est un stimulateur de défense naturelle. C'est le booster. C'est lui qui va éventuellement donner à la plante sa capacité de pouvoir se défendre. Si vous voulez, en imaginant, un insecte vient, ou un champignon vient sur une feuille, le végétal, il s'en rend compte. Il est agressé. Et il a la possibilité, normalement, par ses productions à lui d'enzymes, je dis un mot très gros, mais c'est pas ça, d'avoir des réactions pour venir contrer cette attaque parasitaire. Là, un petit peu le phénomène de la macération. Donc, si vous voulez, c'est des choses qu'on va donner à la plante pour qu'elle puisse se défendre. Quoi, hein. On va revenir, et puis je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais je suis sûr de moi. Tout le monde connaît l'aspirine. L'aspirine, avant 1900, ça a été synthétisé par Bayer, mais dans le mot aspirine, si vous enlevez le A, si vous enlevez le in, vous avez le mot spiré. Et si vous êtes des jardiniers un peu avertis, vous allez entendre que l'aspiré, c'est un végétal. La reine des prés, il y a 200 ans, était appelée spirée. Elle a changé botaniquement de nom, mais l'aspirine est obtenue de la reine des prés et du saule blanc. Donc vous voyez, on revient éventuellement, on ne fait qu'une marche arrière de 200 ou 300 ans dans nos produits. On redevient plus intelligent, si je peux me dire ça comme ça. On va revenir éventuellement à des choses moins agressives, mais qui vont donner la capacité aux plantes. Le saule blanc et la reine des prés, la fleur de reine des prés, redonnent la capacité et même fait éventuellement mémoriser la plante qu'elle a de quoi travailler pour venir contrer les champignons. On en est là. Hein. Donc c'est un peu pour ça qu'il faut bien penser à tout ça. La prêle est un produit énorme, hein, préférable en décoction. Alors, je ne sais pas si vous... Je pense que je vais parler de macération, décoction, infusion. Préférable en décoction qu'en macération, mais la prêle est énorme dans la défense contre les champignons sur le végétal. Donc moi je vais mettre rapidement, hein, là c'est assez, disons, global. En début de saison, il est conseillé d'apporter par arrosage des macérations d'ortie, de prêle et de consoude par arrosage. Là, on va donc donner à la plante, pourquoi par arrosage? Parce qu'elle n'a encore peut-être pas suffisamment développé son système racinaire pour pouvoir être absorbée par le système foliaire. Donc on va lui donner carrément au pied pour qu'elle aille le chercher. Ces solutions ont pour but de renforcer les défenses immunitaires de la plante tout en leur apportant des éléments fertilisants, ce qui lui permettra de pouvoir limiter l'agression des parasites. Parce que dans les macérations, c'est pareil, on retrouve aussi tout un tas d'éléments fertilisants. C'est pour ça que l'engrais, pour moi, pourquoi pas. Hein. Il n'y a pas de vendeur en jardinerie, Si, il faut les convertir, ça serait bien. Je le fais, puisque la semaine prochaine, je suis encore en certifito et je le fais. Parce que bon, j'ai passé l'âge de la retraite, mais je ne peux pas m'empêcher que... Et en début de saison, c'est avril Alors, en début de saison, c'est quand, à mon avis, la plante, une fois qu'elle a repris sa possibilité de se nourrir par ses propres moyens. Oui, moi, je dis que les arrosages, je les fais jusqu'à peu près mi-mai, fin mai. Et après, je passe en pulvérisation. Toutefois, si vous avez une attaque de parasites, les extraits végétaux ortie et prêle seraient plus efficaces en pulvérisation par décoction à renouveler tous les 15 jours ou 3 semaines en conditions parasitaires. C'est qu'après, oui, quand éventuellement on commence à avoir des actions parasitaires à ce moment-là, là la pulvérisation va être beaucoup plus efficace. Si vous voulez, quand on apporte en arrosage, on est plus dans un phénomène de réserve pour la plante dans sa défense et en même temps d'apport d'éléments nutritifs. Quand on va éventuellement sur de la pulvérisation, là on va directement être en système de défense. La chose primordiale est de supprimer tout organe du végétal parasité, oui c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein.
Vous aurez toujours des champignons et des parasites, parce que je vous ai dit, encore une fois, la nature est faite pour s'équilibrer, hein. Il faut du mauvais pour que le bon puisse vivre. La première des choses, c'est de cueillir le fruit que vous ne mangerez pas. Ah, celui qui est abîmé, celui qui est parasité, celui qui est pourri. C'est le premier qu'il faut enlever. Si vous me laissez des fruits momifiés sur votre arbre, ben vous avez éventuellement l'usine et un champignon qui va se balader comme ça régulièrement, quoi. Tout ce qui tombe au niveau du sol, les maladies des rosiers, taches noires et compagnie, on n'est pas équipé pour pouvoir lutter ce champignon, hein. Là, ce champignon nous pose problème parce que même les produits phyto, hein, n'étaient pas miraculeux pour la tache noire. Mais c'est plutôt le phénomène de tout ce qui est au sol, qui avec une pluie et avec un coup de vent est remonté vers les organes éventuellement qui viennent de naître et les organes tendres qui ont été, disons, non parasités au départ, quoi. Donc tout ce qui est fruits dans l'arbre ou feuilles au sol, supprimer tout ce qui éventuellement est tombé avant la fin de la saison, quoi. Alors, différents modes de gestion des plantes, un extrait fermenté, décoction infusion, un extrait fermenté macération en action phytostimulante, c'est-à-dire que c'est là que phytostimulante, c'est-à-dire on donne à la plante les capacités de pouvoir se défendre. Par contre, vous voyez, si on est dans une infusion d'ortie, on aura peut-être une action insectifuge, insecticide ou biostimulante. Qu'est-ce que veut dire insectifuge? Insectifuge, c'est je repousse. Je ne tue pas, je repousse. C'est l'action de beaucoup d'extraits végétaux. Insecticide, là, normalement, on peut dire quand même que l'insecticide détruit. La différence entre les deux finalités du mot, c'est ça. Là, je repousse et là, je détruis. Les biostimulants, je donne la capacité à la plante de se défendre. C'est le booster. Voilà les trois choses qu'il faut comprendre. Excusez-moi. Vous pouvez rappeler entre infusion, décoction et macération? La différence entre les trois? Alors, une macération, je pense que voilà, c'est un produit de trempage d'un élément végétal dans de l'eau froide. Donc 1 kg pour 10 litres d'eau quand vous êtes éventuellement dans le végétal en tant que feuille naturelle, c'est beaucoup moins quand la feuille est séchée. Méthode 2, déflation des composantes de la plante qui se fait sur plusieurs jours, 8 à 15 jours suivant la température que vous avez autour, hein, suivant les conditions climatiques. À terme, la plante hachée tombe au fond du récipient, une pellicule blanchâtre et des bulles apparaissent en surface, mais il faut la brasser tous les jours pendant la quinzaine de jours. De préférence, si vous n'êtes pas très bien avec votre voisin, méfiez-vous quand même. Si c'est un bon gars, prévenez-le, mais mettez ça le plus loin possible de votre cuisine, parce que ça prend des odeurs très agréables. Ouais, qu'un ortie, Mais bon, après, il ne faut peut-être pas ennuyer trop le voisin non plus, parce que ça va créer des problèmes de voisinage. Alors, entre 8 et 15 jours, brassez tous les jours. Quand il n'y a plus de bulles qui remontent et que vous avez une pellicule blanchâtre, là, vous êtes normalement avec une macération. À utiliser normalement dans les cachots. Alors, petite chose, hein, si vous mettez des feuilles d'ortie hachées assez fines, parce que plus ça sera haché fin, plus la macération va avoir des efficacités rapides. Par contre, plus vous allez être enquiquiné pour le filtrer. Donc moi, je le fais maintenant dans un sac de pommes de terre de consommation. C'est-à-dire que je mets mes feuilles d'ortie dans un sac et je mets mon sac dans mon récipient, de façon à ce qu'il soit déjà préfiltré, quoi. Récipient qui ne doit être ni en ferraille, ni il faut qu'il soit neutre. Voilà. Et l'eau, neutre aussi de préférence, quoi. Un petit morceau et on brasse tous les jours. La décoction, alors voilà une autre chose. Alors plus vous allez aller vers l'infusion et plus vous allez être éventuellement dans une efficacité de soins directs. La décoction consiste à faire tremper, bon je pense que ça c'est connu quand même par beaucoup, des végétaux dans l'eau froide, par exemple ce soir. Alors 25 grammes de planchette dans un litre d'eau, ou c'est pareil, on va refaire autrement presque un kilo pour 10 litres. Pendant 24 heures, puis alors, 25 grammes de planche sèche dans un litre, c'est plus simple quand même pour une décoction. On le met ce soir, on le met pendant 24 heures, et après on va porter à ébullition pendant 15 minutes, et on attend le refroidissement avant de filtrer. La décoction s'utilise quasiment, à part pour la prêle qui est un peu dure, mais elle se fait quasiment à l'état pur. Autant la macération vous allez diluer après, autant la décoction se fait à l'état pur, c'est la pulvérisation. Donc là, 24 heures d'eau froide, vous la mettez à ébullition pendant un quart d'heure à peu près, vous attendez que ça refroidisse et vous êtes prêt à traiter. C'est une technique réservée aux plantes dont les propriétés se modifient lentement et pas avec la température. C'est le cas de la prêle pour obtenir la silice. C'est pour ça que la prêle est plus intéressante en décoction qu'en macération. Mais la conservation ne dure pas plus de 3 jours. Là, par contre, une macération, vous pouvez la garder dans un local fermé, à l'abri de la chaleur, quand elle est bien macérée. Parce que si vous le faites avant, elle va continuer à éclater. Mais si la macération a bien fait son boulot, vous pouvez conserver ça presque une année. La décoction, 3 jours. Parce que du fait qu'on a quand même travaillé différemment, elle ne va pas se conserver derrière. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
est-ce que la macération de du fameux purin? Oui, Non, alors c'est ça. la macération, oui, voilà. Alors il y a macération et macération fermentée. J'aurais pu vous donner les deux, la fermentation fermentée et le purin. La macération naturelle, elle va être pendant 3-4 jours, quoi. Mais mon avis, c'est. Moi, j'en ai pas trop l'utilité dans le jardin, quoi. Je pense en macération fermentée, là c'est là parce que si ça fermente pendant 15 jours, c'est ça pue, quoi. Autrement, après, je pense en décoction en infusion. Macération seule, ça peut se faire, hein. Vous mettez de la plante à tremper pendant 3 ou 4 jours, mais c'est un peu plus spécifique au niveau des traitements. On est plus dans les macérations fermentées qu'il faut les purins. Et le purin garde son efficacité pendant 1 an si Oui, si vous le mettez dans lumière. des récipients étanches et non, opaques, voilà, cherchez le mot, et puis dans un endroit bien sûr qui soit à l'abri des différentes températures. C'est le sol qui se conserve, les autres ne se conservent pas. Ou alors il faudrait qu'il soit fait à chaud, et également dans des locaux opaques. Mais il faudrait que ça soit fermé tout de suite à chaud, quoi. Donc si vous le laissez refroidir, après 3 jours ça s'oxyde. Et le dernier c'est la fusion. Alors la fusion, tout le monde sait ça, hein, puisque c'est ni plus ni moins que quand vous faites éventuellement une tisane. Donc pareil, mais là c'est éventuellement tout de suite, on met tout de suite en ébullition, à peine, hein, faut pas faire bouillir, hein, faut juste l'ébullition. Et puis on éteint le feu, couvert sur le récipient, on laisse infuser jusqu'au refroidissement avant de filtrer, et puis là, même chose. Et si on voulait les conserver 1 an, il faudrait le faire à chaud. Je vois pas l'intérêt, on le fait quand on en a besoin. Mieux en faire moins et le faire au moment. Est-ce que ça peut être un réactif contre les attaques de chevreuil? Ah, là je vais vous dire, c'est la colle. Parce que parlez-moi jardin, mais je ne suis pas. Vous me dépassez un peu là. Là je suis jardinier de ville, moi. Enfin, ou citadin presque. Donc là je ne peux pas vous répondre. Là je vous dis franchement, au niveau des répulsifs, là je ne sais pas vous. Possible, hein. Possible. Qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu qu'il y a des gens badigeonnaient sur des troncs pour des. Mais je ne me rappelle plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne vais pas. Là, je suis pas bon. Hein. Je suis pas bon. Désolé, je suis pas bon. Alors l'intérêt des infusions, c'est d'extraire les acides qui ont une action insecticide, fongicide, industrie sous le système de défense, mais aussi de libérer de façon biodistillée des oligo-éléments. Parce que voilà, le problème, l'avantage éventuellement des infusions, c'est qu'en même temps, ça va vous libérer des éléments minéraux intéressants pour la plante. Quoi. Ça double emploi. Quoi. Mais en même temps, c'est eux qui ont une action le plus intéressante au niveau insecticide, fongicide. C'est-à-dire là, je vous ai dit tout à l'heure, quand ça finit par ide, c'est destructeur. Quand ça finit par insectifuge, c'est repousseur. Donc là, c'est plus vous allez vers l'infusion, plus vous allez être éventuellement en soins intensifs. Alors, si on faisait une extraction plus longue de décoction sur certains végétaux pour essayer d'obtenir, on ne pourrait pas obtenir tous ces acides. Et l'acide salicylique, c'est ça. L'acide salicylique, c'est mon aspirine. Hein. L'acide formique, on l'obtient éventuellement dans l'ortie. L'acide silique est obtenu de la prêle, et l'histaminique doit être obtenu aussi de mémoire, mais je suis moins sûr, doit être obtenu, je pense, par l'ortie, mais j'en suis moins sûr. Mais formique ortie, ça c'est éventuellement l'acide salicylique, et l'acide silique c'est de la silicate, ni plus ni moins. Donc là c'est le mélange éventuellement entre le saule et la reine des prés, la fleur de la reine des prés. Alors, on va revenir à des choses un peu plus commercial, si je peux appeler ça comme ça, c'est le mot. Hein. Il y a d'autres façons de travailler aussi au niveau du jardin qui vont être différentes éventuellement des produits phyto, c'est ce que j'appelle les médiateurs chimiques. Hein. Vous avez dû tous connaître ça, et surtout ceux qui ont éventuellement maintenant des haies de buis, parce que je pense que si vous avez des gens qui ont des haies de buis, là, vous avez dû en Bretagne aussi savoir ce qu'était la pyrale de buis. Donc là, en général, on travaille éventuellement avec ce qu'on appelle les médiateurs chimiques, ce sont des phéromones que l'on met dans des pièges pour attirer les papillons mâles. Pour savoir que quand il y a des papillons mâles, c'est que le mâle recherche éventuellement la phéromone qui est dedans, qui est une phéromone qui a été faite par l'homme, mais qui est la ressemblance de la phéromone femelle pour pouvoir faire un accouplement. Donc s'il y a des papillons de piégés dans le... Alors j'ai entendu des choses, il faut faire attention. S'il y a des papillons de piégés par la phéromone dans le piège, c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de chenilles dans vos buis. Hein. Attention, hein, c'est uniquement un parce qu'on a piégé les mâles pour nous donner la date de traitement. Mais on n'a pas empêché les femelles. On a piégé que les mâles. Et la femelle a peut-être été, disons, fécondée par un mâle qui n'était pas bon piège, qui était ailleurs. Donc on n'empêche pas la ponte.
En général, quand on met des pièges avec des phéromones, ce sont des détecteurs, ce ne sont pas éventuellement des destructeurs de parasites. Ça vous donne éventuellement quand est-ce qu'il y a une ponte qui va se déclencher. On est éventuellement là pour le problème du carpocaps, c'est la même chose. Les phéromones contre le carpocaps ne détruisent pas le carpocaps. Ils vous disent éventuellement, attention, les mâles recherchent les femelles, donc il va y avoir accouplement, donc il va y avoir ponte. La ponte se fait dans les 2-3 jours qui se fait, si vous voulez avoir, si vous avez piégé, là on parle du but, mais vous avez piégé des carpos avec la phéromone du carpeau, on va dire que dans les 3 jours d'après, vous devez avoir des pontes qui vont être dans le coin, parce que vous n'avez pas piégé tous les mâles, il y a eu fécondation chez les voisins ou ailleurs. Donc la ponte va se faire, la chenille va naître très rapidement, suivant la température. Il lui faut, là je reviens éventuellement en éco-horticulture, je vais vous dire un truc complètement barbare, il lui faut 90 degrés jour pour naître. Alors 90 degrés jour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution dans le cycle de l'œuf en dessous de 6 degrés, c'est comme pour un œuf de poule. En dessous de 6 degrés, on ne tient pas compte. Dès qu'on a 6 degrés de température, on va prendre ces 6 degrés en compte, et on va les additionner jusqu'à temps d'avoir 90. Et à 90, il y a naissance. C'est-à-dire que s'il y a eu 6 degrés aujourd'hui, qu'il y a eu 8 degrés demain à 14, et on additionne 90. À 90, il y a naissance. Peut-être. Comme pour une poule, à condition que les climats ont été bons. Il peut y avoir aussi, éventuellement, parce que s'il y a une chute de température à un moment, ben, l'œuf il va pas être bon. Quoi. Mais ça vous donne une idée. Quoi. Et vous avez une chenille qui va naître et qui va mettre à peu près 4-5 jours à rentrer dans la pomme. Une fois qu'elle est dans la pomme, c'est fini. La pomme sera heureuse. C'est un petit peu comment ça fonctionne. Mais bien penser que les pièges ne sont pas éventuellement destructeurs. Ils sont uniquement détecteurs. On sait qu'il va y avoir ponte. Donc derrière, tout le monde doit connaître, si vous faites du carpeau, si vous avez des carpeaux, si vous faites du pommier, tout le monde doit connaître le bacille de turage. C'est un produit éventuellement qui reste ouvert à la vente et qui ne détruit que les chenilles. Donc son avantage à lui, c'est éventuellement d'être spécifique aux chenilles. Pirette, tout à l'heure, je l'ai dit de tout le monde, l'acide de turage, c'est un institut Pasteur, c'est un produit biologique qui a été fait par l'Institut Pasteur qui est là que pour détruire les chenilles. Donc, pensez à ce produit-là quand vous aurez éventuellement des... Il y a un autre produit qui est en train de sortir qui est valable pour les œufs des chenilles de buis, qui est donc aussi valable pour les œufs des chenilles de carpeau, c'est le trichogramme. C'est le trichogramme. Alors c'est un petit insecte, alors ça vous l'aurez sans doute par internet ou alors vraiment dans des grandes jardineries. C'est des petits insectes qui vous sont vendus. On va vous donner ça dans un sachet, vous allez laisser le sachet sur votre arbre, les insectes vont sortir de l'arbre et vont aller pondre dans les œufs. Donc là, ils pondent tout de suite. Quoi. Et ils vont détériorer les œufs puisque la larve va se servir de bouffer l'œuf, des œufs, je dis bien, et elle va faire avorter l'œuf. L'œuf ne va pas perdre. Pour le buis, à mon avis, c'est quasiment la meilleure des choses. Après, il faut trouver le trichogramme. Il faut le faire venir par internet. Ou l'acide de turage est plus facile à trouver dans les jardineries. Alors le défaut, c'est que... Pardon ? Alors, trichogramme, T-R-I-C-H-O, il y a comme un gramme, avec 2 L. Est-ce que vous dites quelque chose sur l'antonome? Pour l'antonome ? L'antonome, ça va être... non, on a là le problème de l'antonome au début de printemps, mais oui, il ne gêne pas trop l'antonome, mais bon... si vous avez vraiment, là, ça va être de traiter éventuellement, pourquoi pas, mais c'est pas facile à traiter l'antonome, parce qu'il vient piquer dans les fleurs, il fait avorter les fleurs. Donc il faut traiter en extérieur. Donc là, il faudrait trouver, est-ce qu'on a une phéromone antonome? Je ne pense pas qu'elle ait encore existé. Donc là, on va être obligé de traiter avec des produits qui sont un peu plus casse-pieds, mais moi je dirais que l'antonome, chez un particulier, c'est pas la priorité, à moins d'être envahi, parce qu'il vous rend service l'antonome. Il éclaircit vos arbres. C'est-à-dire que vous avez moins de pommes, vous n'avez pas besoin de faire votre éclaircissage en été. Tout bouton qui a séché, c'est qu'il a été piqué par cette espèce de petit coléoptère là, avec son grand rost qui a été piqué dans la fleur. Mais normalement, je ne pense pas que celui-là c'est le premier embêté, mais il existe. Alors, le gros défaut, c'est que chaque insecte a une phéromone différente. Donc, j'ai la même tendance à dire... dans le carpocaps pomme et poire c'est le même, mais carpocaps prune, arbre à noyau c'est pas le même. Donc les phéromones, il y a autant de phéromones que de bestioles. Quoi.
Donc ça indique bien les périodes de parasitage et les traitements possibles. On est là uniquement pour ça. D'autres possibilités de diminuer les attaques d'insectes parasitaires, c'est des auxiliaires. Tout ce qui va être auxiliaire. Là, on est en train de parler du trichogramme, c'est un auxiliaire. La coccinelle, tout le monde la connaît. La chrysope, tout le monde connaît. Enfin, j'espère que beaucoup de gens la connaissent. Et puis énormément de petits insectes. À mon avis, il y a beaucoup d'insectes dans le jardin. Tout insecte non connu doit surtout être, disons, respecté, quoi. Alors, pour moi, on vient à la fin très facilement à vous dire que si vous voulez avoir un jardin qui soit moins parasité, il faut essayer éventuellement d'attirer le plus d'auxiliaires possible. Et c'est là où on va dire que mélanger éventuellement les fleurs dans le jardin potager, apporter également aussi toutes les plantes aromatiques, tout ce qui peut attirer des insectes auxiliaires pour être intéressant dans un jardin, quoi. Dans le temps, moi le premier, mon potager et les fleurs, c'était deux choses bien différenciées, il y avait l'homme et la femme. Maintenant, tout le monde est ensemble et je dis même à ma femme, tu coupes pas tout. Tu coupes pas tout. Tu m'en laisses pour les auxiliaires. Surtout ne pas faire l'intégralité du ménage de son jardin à l'automne. Ah, justement, voilà. Pour avoir des bêtes qui passent. Et il y aurait même possibilité de laisser un coin à l'état naturel dans le coin du jardin, c'est quand même vachement intéressant aussi. Mais bon, après, il faudrait que la faune sauvage puisse se retravailler. Donc, c'est des changements d'habitude. Il n'y a pas photo, c'est des changements d'habitude. Alors, si les conditions climatiques de saison étaient favorables aux parasites et certains arbres vont se faire, il sera prudent. Alors oui, je reviens quand même un peu avec la bouillie bordelaise à l'automne, mais ne l'utilisez pour ainsi dire si vous pouvez qu'à l'automne. Parce que la bouillie bordelaise, c'est pour ça que j'insiste un peu sur ce mot-là, comme vous n'allez plus avoir de produits quasiment phyto, normalement, il y a même 3 ans, la bouillie bordelaise, elle devait être avec tout le monde dans les vitrines des magasins, elle ne devait pas être en vente libre. Et puis, pour des problèmes de lobbying et compagnie, on a ressorti la bouillie bordelaise parce qu'on n'avait rien d'autre à leur proposer à nos jardiniers si jamais il n'y avait plus de bouillie bordelaise. Donc elle fait partie des produits qui sont vendus en vente libre. Ils sont acceptés en agriculture biologique, mais ils ne sont pas acceptés normalement comme biocontrôle. Quand on dit biocontrôle, c'est tout ce qui est normalement naturel. On voit bien qu'il y a quand même une petite différence. Elle n'est pas acceptée à 100%. Et il y a encore éventuellement des actions qui sont faites pour essayer de l'enlever. Je ne suis pas contre la bouillie bordelaise si elle est utilisée à la chute des feuilles, mais à mon avis, il faudrait essayer de la mettre que là, quoi, et éviter les ruissellements au sol pour détruire toute la vie hivernante, des champignons. Mais autrement, essayer de vous en passer dans la mesure du possible. Parce qu'elle détruit tout ce qui va au sol, un ver de terre, même pas la bouillie bordelaise, et puis tout ce qui est vie microbienne. Alors tout à l'heure on parlait de vie microbienne, et là on est en train de la détruire. C'est un peu pour ça que si c'est possible de l'éviter, il faut l'éviter. Par contre, si vous avez eu des parasites de champignons dans l'année, c'est quand même on ne peut pas dire que c'est quand même un bon désinfectant. Autrement, chaulage des troncs d'arbres, pour nettoyer les formes hivernantes. Sachant aussi que ce n'est pas sélectif. Donc si vous n'avez pas été avec beaucoup de parasites l'année précédente, ne chaulez pas systématiquement vos arbres. Puisque quand vous chaulez vos arbres, il n'y a pas que les parasites dans les troncs. Il y a aussi des formes hivernantes d'auxiliaires. Donc chaulez-les, vos troncs, que si vous avez eu des parasites champignons. Mais vous avez quand même tout un tas d'auxiliaires qui sont aussi en vie dans votre tronc d'arbre. Donc moi j'aurais tendance à dire, rien ne se fait systématiquement, quoi. Rien ne se fait systématiquement. Alors oui, puis moi je dis tout le temps que là, au point blanc du printemps, là, dès que votre point blanc arrive, ça aussi c'est important même pour la cloque, si vous pouvez essayer éventuellement de faire une décoction de prêle juste au moment, parce que lui il est là, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir se nourrir quand les premiers soins de sève vont être faits. C'est ça son casse-croûte. Donc tant que l'arbre n'a pas bougé, il attend, et dès qu'il va y avoir un suintement de sève, lui il va venir là-dessus, et puis il va passer la croûte, quoi. Et puis petit à petit, il va prendre de l'ampleur. Et comme l'arbre, je le disais tout à l'heure, chez nous, on n'est pas fait normalement dans notre région pour avoir des pêchers. Tant pis, moi j'aime les pêches, donc je passe par-dessus. Mais c'est ce qui fait la cloque, quoi. C'est-à-dire que nos conditions de sol ne sont pas du tout faites pour ça. Dans le sud, les sols sont beaucoup plus réchauffés et beaucoup plus drainants que nous. Et en même temps, la végétation, elle monte tout de suite à 6, si vous avez été dans le sud discuter avec des gars des vergers qui ont des pêchers, ils passent tout de suite à 6-8 degrés dans le sud. Et nous, on a ouais, ça va monter, d'un seul coup, ça va descendre à 2, 3, 4, 5. Donc la végétation est en dents de scie. Par contre, lui, le végétal, il a vu la sève sortir et il a passé la croûte de la végétale, le champignon. Donc lui, il a commencé à faire son stipe. C'est pour ça que la cloque prend le dessus, quoi. Si vous avez de la cloque, la seule chose, et je ne vais pas vous dire ça sur le pêcher, une fois, vous le mettez tout nu. Vous avez une fois le droit de le défeuiller complètement. Et traitez-le aussitôt. Parce que c'est le seul arbre qui éventuellement a obligatoirement 2 yeux à bois dans le même œil, enfin, sur le même bourgeon. Une fois. À quelle saison faut faire ça? Dès que vous apercevez de la cloque, vous déshabillez votre arbre, vous le mettez tout nu.
Et vous laissez la feuille ressortir, et dès que la feuille est ressortie, vous traitez la prenne. Moi j'ai fini.